Écoutez l'écho, le pas. C'est beau. Naturel, Vrai acoustique. on y est, spontanéité. Je sais pas où on va. On va là en fait. Ah, Donc si vous voulez, t'as fait 1 mètre avant que Philippe te reprenne. Seulement 1 mètre. ce que je vous propose, c'est qu'on aille en fait dans la cour de marbre pour parler de l'origine de Versailles. Qu'est-ce que c'est que Versailles? Ok. Ouais, peut c'est. se mettre là. Ouais. Ah, c'est ouf. Qu'est-ce que c'est beau. En plus, on a la chance que le domaine de Versailles nous ait laissé tout mis en lumière. Donc là, c'est vrai que vous avez. Oh, les lumières et tout. Alors moi, je voulais qu'on commence par là parce que c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire que vous aviez ici un petit manoir qui était un lieu qui a été acheté par le père de Louis XIV, donc Louis XIII, en 1623. Et ce petit manoir était à l'époque connecté à un petit village. Il y a 600 habitants à peu près à Versailles à ce moment-là. Il est surtout connecté à une forêt où le roi peut chasser. Et c'est ce qui permet à Louis XIII de s'échapper un peu de la pression de la cour à Paris. Louis XIII a une jeunesse pas facile. Ok. C'est-à-dire C'est-à-dire sa mère, c'est Marie de Médicis. Et Marie de Médicis est régente à la mort de son mari. Louis XIII a 9 ans quand son père décède. Et donc, légitimement, il ne peut pas gouverner. Donc, c'est sa mère qui va être la régente. Et Marie de Médicis a beaucoup de mal à laisser le trône à son fils. Elle y prend goût. Elle y prend goût. Et donc, il va mener une sorte de guerre contre sa mère jusqu'à la bannir du royaume. Ah ouais. Il a banni la mère. Oui. Il a dit ciao à la daronne. Comme ça. Oui. Fils indigne, mais en même temps, mère Très un peu dur. abusive peut-être. Ok, oui, mérité. Et donc, Ah ouais, c'est ok. vrai que ce domaine, ce petit manoir, qui ne s'appelle pas encore Versailles à l'époque, c'est aussi l'occasion pour Louis XIII d'échapper à toute cette pression. Il faut savoir aussi qu'il est marié très jeune à sa cousine, Anne d'Autriche, et que les premières années ne sont pas des années très faciles dans le couple. Ils ont mis très longtemps à avoir un enfant, à savoir Louis XIV. Ils avaient le même âge à peu près? Ils avaient le même âge. Ok. Ils J'avais étaient- demandé s'il n'y avait pas un écart. Ouais, non, mais ça se trouve, il y avait un écart de fou. Ils étaient très jeunes, 14 ou 15 ans, je ne sais plus exactement, mais ils étaient très jeunes quand ils sont mariés. Ok. Et surtout, Marie de Médicis veille à ce que le mariage soit consommé dès la première nuit. Ok. Ce sont des adolescents. Ok, ouais. Donc, Autre époque. Hein. c'est comme ça qu'on explique Ah ouais. la distance qui s'est instaurée dans le couple dès le début, en fait. Ok, on va par où? Pardon? Philippe, tu sais? On va rentrer par ici. Mais Philippe, tu maîtrises tout. C'est ici que tu habites? C'est quoi ton Quasiment. Moi, expérience? tu regardes la fenêtre? Oui, non, C'est quoi ton expérience un peu dans le château de Versailles? Parce que tu as l'air vraiment de beaucoup connaître. Non, moi je viens avec des groupes qui viennent visiter le château. Ce qu'on va voir ensemble, c'est le parcours habituel. Ok. Donc ce qu'on appelle les grands appartements. Par contre, je vais vous emmener ce soir exceptionnellement dans des appartements qui ne sont jamais ouverts à la visite. Oh, la surprise! Ça régale. Oui. La petite exclue. C'est une très bonne surprise pour moi aussi. Ah oui, parce que t'as pas l'habitude de moi, les je voir. les, je les connais du coup, mais Tu les vois pas souvent. Mais voilà, c'est des appartements où on n'emmène jamais de groupe. Waouh. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir? Ça donne envie. Hein. Qu'est-ce que c'est beau! Quelle époque ça, Philippe, vite fait? Là, on est sur la fin, enfin, on est après Louis XIV, on est 1730-1736, pour ce salon-là. Après, si on parle des périodes de Versailles, ça a été, je vous dis, 1623, l'acquisition du manoir par Louis XIII, et après, on a plein de constructions successives. Ok. En gros, c'était un chantier permanent, et surtout à partir de 1682, quand Louis XIV déplace la capitale de France ici à Versailles, et que Versailles, c'est sa résidence. Il continue à avoir d'autres résidences en Île-de-France, Fontainebleau par exemple, qui est un lieu où il va souvent. Marly, qui était un peu plus loin dans le domaine de Versailles. Mais Versailles, c'est le cœur du pouvoir. Et c'est vraiment la première fois que ça arrive dans l'histoire de la monarchie. Alors moi, je suis très impressionné, même si, bon, pour Squeezie, cette salle, c'est quoi? C'est la chambre, quoi. Ouais. Ah ouais, j'arrive même pas à rentrer dans la blague tellement je suis scotché moi aussi. Comment ça? C'est pareil. Oh, bien! Comment ça? Non, mais ça... Monsieur Salomé, ça existe, ça, dans notre vie? Voilà, juste pour dire un mot sur la chapelle, parce que là, il y a tous les jours, tous les matins, le roi se levait, traversait son grand appartement, allait à la messe, à la chapelle, sur cette tribune royale. Et ça, c'est un petit peu le dernier grand chef-d'œuvre de son règne. Ça a été fini peu de temps avant sa mort. Et voilà, c'est la chapelle royale, avec un plafond assez incroyable. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Fait par Mais qui vous pouvez rentrer, hein.
Alors, il y a plusieurs artistes, Jouvenet, Coipel, Lafosse, qui ont peint les différentes parties de la voûte. Il y a toute l'équipe, tous les grands artistes, les sculpteurs, les peintres, tout le monde a été mis à contribution. Ça a été une réunion, c'est magnifique. Si on peut... Ah ouais, faisons le tour parce que... Cet endroit est incroyable. Désolé hein, pour ce Désolé, système son. Les frères siamois, mais là c'est la tribune royale, donc c'est l'endroit où le roi assistait à la messe. Alors pour certaines occasions particulières, il pouvait être au rez-de-chaussée avec les autres. Hein, et d'ailleurs, si on s'approche, on voit le dallage qui est absolument superbe. Hein, c'est magnifique. Une marqueterie de marbre. Michel, si tu peux montrer. Parce que Louis XIV avait une vraie passion, un acharnement à rechercher les plus beaux marbres d'Europe. Il a découvert des tas de carrières importantes dans les Pyrénées et même pendant les guerres, il faisait arrêter les combats pour qu'on laisse passer les convois de marbre pour le château de Versailles. Ah oui, c'était... C'était assez prioritaire. Le sens des priorités, ouais, vraiment. Le sens des priorités. Hein. Après, mérité. Quand tu vois ça, mérité. Ouais. En fait, on je dirait que regarde. tout est un décor de film là. Oui, Tu vois. tout J'ai l'impression est un qu'en film. fait, si je m'attarde sur les détails, tu sais, derrière il y aura du bois et en fait tout est fake. Mais non, Alors là, on ça verra que existe, des gens tout est vécus là. Il y a aussi une partie d'illusion dans les décors, parce que ça correspond aussi à la période baroque. Et donc vous allez voir, on verra ça dans un des premiers salons. Mais cette idée de créer une illusion, c'est comme ce que vous avez vu à la chapelle. La peinture du plafond, c'est typiquement baroque dans le sens où on crée l'illusion entre l'architecture, la peinture, la sculpture. On ne sait pas exactement si c'est peint, sculpté en relief ou pas. Donc ça, c'est vraiment assez typique de cette période-là. Bon, vas-y, on va avancer. Hein. On va avancer. Alors justement, regardez bien les sols parce que là, ce que vous avez là, ça va être très différent dans le salon suivant. Ok, donc là, un peu de... Donc là, C'est pour créer des petites ambiances, c'est ça? Oh, s'il te plaît, Les gars. Philippe, dis-nous que tu vas nous présenter ça quand même. Alors oui, Véronèse, c'est un des grands maîtres de la peinture vénitienne. Donc là, vous avez une toile de 1570, le repas chez Simon. Waouh. Et il se trouve que Louis XIV la reçoit en cadeau de la part de Venise, la République de Venise, qui espère que Louis XIV va envoyer ses flottes pour défendre l'indépendance de Venise. C'est un moment où, dans la Méditerranée, la flotte vénitienne est en prise avec la flotte ottomane, et donc Venise a besoin de l'appui de la France. Louis XIV reçoit le présent, mais ne va pas vraiment envoyer la flotte française, on ne va pas se mentir. Il l'aide pas. Non. Mais par contre, il prend le cadeau, il le met quand même. Ah, il est en Oui. mode... Ça, il n'y a pas de problème. Il est en mode palu. Vous voyez en tout cas que l'importance qu'on accorde à une toile italienne dans ce salon. Encore une fois, ça montre l'importance de l'Italie symboliquement en France. Et ce que vous avez au mur, par exemple, c'est du marbre. Encore une fois, on rend hommage à l'Italie, à ses techniques florentines de marqueterie de marbre. La seule entorse, ça va être justement le parquet. Le marbre, on en a, mais pas en quantité suffisante pour le mettre partout au niveau des sols. Et donc, on va créer ce type de parquet que vous avez là, ce qu'on appelle le parquet à la Versailles. Alors, avant qu'on rentre dans les salons, que je vous explique un peu ce dans quoi on va rentrer. Là, on va rentrer dans les salons de Versailles, donc c'est-à-dire dans les salons où Louis XIV donne des réceptions. En gros, 3 jours par semaine, il va y avoir des soirées qu'on dit à grand jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tellement de chandelles à l'intérieur, on donne l'impression aux invités qu'on est en plein jour. Pourtant, on est le soir. Et donc, c'est un privilège que d'être invité par Louis XIV dans les salons dans lesquels on va rentrer. Ok. Ok. Oh, pas mal. Oh, c'est quoi sur les murs? Alors, très bonne question. Ah ouais? Très bonne question. Ben ouais, c'est quoi? C'est justement de ça que je voulais vous parler. Sur les murs, vous avez du velours. Si vous regardez les murs, en fait, vous avez un tissu qui est du velours, donc c'est du velours de soie. Et ça, ce sont les dispositions du palais en hiver. C'est-à-dire que quand Louis XIV et la cour va à Fontainebleau en septembre, en gros, il passe 3 semaines là-bas à chasser. Pendant ces 3 semaines, vous avez du personnel ici qui va changer les tissus sur les murs. Et en hiver, on a du velours. On verra qu'au printemps, on va changer le velours pour du satin. Alors là, vous avez quelque chose d'assez exceptionnel. C'est l'ébéniste de Louis XIV qui s'appelle Boulle. Et Boulle, c'est un ébéniste qui, contrairement à la tradition, n'est pas italien. Et donc lui, il va ramener des techniques différentes, des techniques italiennes. Et notamment, je ne sais pas si vous apercevez à l'image, mais en fait, vous avez 2 couleurs. Vous avez un bois qui est très, très sombre, très noir, et vous avez à l'intérieur des motifs qui sont en métal. Ah, Donc ok. ça, on coupe en fait au même moment 2 plaques, une plaque de bois et une plaque de métal, ce qui permet d'avoir le même motif dans 2 couleurs. Un motif en noir, en bois noir, et un motif en métal. Et donc après, on peut jouer sur le bois qu'on va incorporer dans la plaque de métal ou inversement, le métal dans le bois. C'est ce qu'on appelle la partie et la contrepartie. Vous avez les mêmes motifs, mais en 2 couleurs. On va continuer, on va aller voir le salon de Mars. Donc ça, c'était une salle de bal, une des salles de bal de Versailles. Alors moi, ce que j'adore dans cette salle, c'est qu'on peut parler de mode.
Moi, j'aime bien un peu parler de mode des fois. Et parce que vous avez 2 portraits ici qui sont particulièrement intéressants. Ok. Et vous allez comprendre surtout pourquoi Louis XIV va se désintéresser de sa femme. C'est-à-dire que là, vous avez le portrait de Marie Lesinska. C'est incroyable quand on voit marquer. Là, c'est juste la présentation du nom. Je l'ai quasiment jamais vu ça. Tu sais, un côté un peu bombé qui présente la personne qui est sur le portrait. Je l'ai jamais vu. musée aussi, à Versailles. Ah, je l'ai jamais vu. Genre, c'est incroyable. Cette manière de présenter les tableaux. Et alors, si vous la regardez, déjà, on voit qu'elle a une robe de cour. Et les robes de cour, c'est des robes qui sont très longues à enfiler. Vous avez d'abord une première robe de corps, donc dans un tissu assez simple, assez léger. Sur cette première chemise, en gros un peu comme une chemise de nuit. Là-dessus, on va venir coudre ce qu'on appelle une pièce d'estomac. C'est un triangle qu'on met donc sur le buste, qui est la partie la plus brodée. Donc là, c'est quelque chose de très clinquant. Donc c'est cousu sur à même la chemise de nuit, la robe de corps. Ensuite, on va venir fixer une jupe, qui elle-même va être fixée en général par des liens, mais ça peut être également cousu. Et par-dessus tout ça, on va rajouter un manteau qu'on va également coudre. Donc tout est cousu. D'accord, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de zip. Le nombre d'éléments. T'es un Big Mac, quoi. En gros, il faut 1 heure à peu près pour la mettre. Ah oui, 1 heure. Il faudra à peu près autant pour l'enlever, parce qu'il faut tout découdre. Elle fait ça 3, 4, 5 fois par jour. Ouais, non, c'est bon. Donc en fait, Et ça fait déjà 5 heures, la moitié. 6, 8, 10 heures de. voilà. Donc maintenant, vous comprenez d'enfilage et vous de comprenez retire. pourquoi elle a besoin de maîtresse. C'est-à-dire que la personne de la reine, encore une fois, elle incarne la fonction, mais elle ne dispose pas vraiment de son temps. C'est terrible. Elle est là vraiment pour parader, pour montrer ses robes, ses tissus. Là, ce que vous avez, c'est des tissus typiquement français du XVIIIe siècle, des tissus brochés. Il utilise vraiment sa femme en mode fonction C'est la fonction d'image. Ah, c'est ouf, c'est un truc d'image, ouais, c'est vraiment trop fait C'est le la truc, c'est femme de Louis horrible. XV. Et on a toujours cette idée de parader, cette idée d'incarner la fonction. Ah, c'est vraiment le terrible de Sois belle et tais-toi, quoi. C'est... Un peu. Ouais, Ah, ouais, c'est c'est ça, dingue, ouais, ça, c'est- c'est horrible. Alors, en termes de beauté, elle a le visage et la gorge, donc le haut de son corps, peint en blanc. On n'est plus au XVIIe siècle, donc on n'utilise plus du blanc de plomb, qui est une sorte de crème dont on se badigeonnait. D'accord. À cette époque-là, on fait une poudre à partir d'amidon, donc on va se poudrer. On se poudre en blanc. C'est le symbole d'une femme qui reste en intérieur et qui ne sort pas. Ça, c'est la recréation de la chambre. Ok. C'est-à-dire que- Elle était située ici Alors, à l'origine. on a une première chambre qui était située ici, mais qu'on va déménager en 1701 dans un autre endroit du château, on la verra tout à l'heure. T'allais te coucher, frérot, t'étais trop mal. Il y a une soirée là. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait ici On dort pas en tout cas, non, ça on je dort peux te pas, le Pas, dire. on joue. Ah, Ici, on oh. joue. Déjà, ce qu'on a, c'est pas un lit pour se coucher, c'est un lit de parade. Donc, il est très haut. Un lit de parade. C'est-à-dire, C'est quoi un lit de qu'est-ce que c'est un lit de Ah, parade bah, le roi, quand il vient là, il vient pour s'asseoir sur le lit, il vient pas pour se coucher. Ah ouais. Genre, il est sur le lit et les gens le regardent. Et il le reçoit. Et il est en tenue de... Il est en pyjama. Enfin, tenue Alors, de soir. Il a sorti le pige. Il est en slip. Ouais, c'est... Il a- pour les soirées, non. Je dors Pour en la slip. cérémonie du coucher, oui. Il est en tenue de coucher. Cérémonie du coucher. Donc il y a une cérémonie quand il se Ah oui. couche. Ouais, ouais, On ouais. vient là, dire ça- bonsoir au roi avant qu'il se couche. Et pourquoi est-ce que c'est si important de parader sur le lit? Parce que depuis le Moyen-Âge, on parle du lit de justice du roi. C'est-à-dire que c'est là que le roi rend la justice. Il ne faut pas imaginer c'est pas Game of Thrones, on n'est pas là sur le trône pour rendre la justice. Ok. Le roi rend la justice sur le lit. Attends, j'ai pas Attends, compris. Ouais, explique dans quel sens. Quand le roi doit rendre un acte de justice, Ah, il va sur le lit. il est sur son lit. Incroyable. J'adore. Toujours plus d'histoire, c'est un plaisir. Incroyable. On va aller voir donc, ce qui était la salle du trône. Oh ouais. Encore la royauté au centre. Ouais, Encore, au centre. exactement. Là, vous avez ces tapisseries qui permettaient justement de montrer qu'on avait ici la salle du trône et que le siège que vous avez devant est le siège du roi. Ici, il n'y a pas de trône. Il y en a eu un qu'on ne mettait pas en permanence. L'estrade était toujours là, mais par contre, le trône n'était pas mis en permanence. Il n'existe plus, le trône de Louis XIV, parce qu'en 1689, il fait fondre son mobilier pour récupérer de l'argent et financer ses guerres. Vous aviez ici, dans Versailles, 200 pièces de mobilier qui étaient couvertes d'argent.
Balin, qui était l'argentier et l'ébéniste de Louis XIV, couvrait les meubles de plaques d'argent. Et qu'est-ce qui se passait du coup ici? Il y avait le trône et il se passait quoi dans cette pièce? En fait, ici, on organise des réceptions d'invités étrangers, d'ambassadeurs. Par exemple, alors je ne sais pas si vous savez, mais Moulay Ismaël, le sultan du Maroc, essaie de marier sa fille à Louis XIV. Et donc, il envoie un émissaire ici à Versailles. Et on se dit qu'on ne peut pas le recevoir comme un grand dignitaire européen. Donc, lui, il ne va pas être reçu officiellement. Il n'aura juste le droit de pénétrer que ici, dans cette. Le racisme. C'est pas. C'est pas. Ah, c'est pas. Ouais. Ah ouais, ils l'ont mis. Ok, miskin. C'est une façon de montrer la différence entre des monarchies dont on est proche et des monarchies qui sont très éloignées. Et on arrive dans la dernière pièce? Est-ce qu'on enchaîne? On arrive. Alors, pas vraiment la dernière. Alors là, vous allez prendre un waouh. Oh ouais. Ah oui. Moi, ça me dit un truc, cet endroit, je crois que j'ai entendu parler. Ouais, vaguement. Et donc, autrefois, vous aviez une grande terrasse ici qui séparait l'appartement du roi de l'appartement de la reine. Donc, ça veut dire qu'il fallait traverser en extérieur un grand espace pour aller de l'autre côté du palais. Et donc, on décide finalement de couvrir cette terrasse. Et donc, on va achever la Galerie des Glaces en 1684 avec les peintures. Et donc, ça a permis d'avoir une communication directe entre les deux appartements. On va rentrer donc dans cette Galerie des Glaces. C'est incroyable. Donc là, encore une fois, il faut imaginer tout ce mobilier en argent qui était présent à l'époque. Qu'est-ce que c'est beau. Alors là, c'est. Ouais. C'est fou à quel point, je suis déjà allé plusieurs fois, et à quel point y aller comme ça, on a l'impression de redécouvrir un lieu. C'est-à-dire que j'ai même pas reconnu au début. C'est quand tu m'as dit c'est longtemps. Et après, j'ai regardé, je me fais ah ouais, mais je connais. Louis XIV, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que sa cour brille. Lui-même brille, on a vu par les espaces qu'on a traversés, mais il faut aussi que les courtisans brillent. Donc effectivement, ça suppose ici beaucoup d'investissement. Je veux dire, en vêtements, par exemple. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme démonstration? Vous avez les miroirs, en fait. La technique du miroir, c'est une technique qui a été maîtrisée par Venise, qui n'était pas encore par la France, et donc Louis XIV va envoyer des espions pour essayer de récupérer la technique des miroirs. On n'est pas à un moment où la France maîtrise complètement la technique, donc on a des cloisons qui sont assez limitées, et on n'a pas une très bonne qualité de miroir, ce qui fait qu'on a certains qui vont s'opacifier assez vite. En 1714, arrive en France un homme qui se prétend ambassadeur de Perse. On ne sait pas si c'est vrai. Okay. Il se prétend, En tout cas, il dit que c'est qu'il est envoyé par le roi de Perse. Okay. Louis XIV n'a aucune idée de savoir quelle importance accorder à cet homme, quelle importance accorder à la Perse. Tout ce qu'il sait, c'est que la Perse, c'est un royaume dont on parle dans la Bible. Donc lui, contrairement à l'ambassadeur du Maroc, lui va avoir le droit à une vraie réception. Et donc il va être reçu ici, dans la Galerie des Glaces. Il arrive exactement par le chemin qu'on a emprunté nous, et il va devoir traverser la Galerie des Glaces avec tous les courtisans le long, pour accéder à Louis XIV qui est au fond de la Galerie des Glaces. Okay. Il est sur un trône au fond de la Galerie des Glaces. Et plus l'ambassadeur arrive, et plus il est ébloui. Parce que Louis XIV s'est recouvert entièrement des diamants de la couronne. Ah, on estime le prix de son vêtement, donc c'est un vêtement noir, brodé de fil d'or, cousu de diamants. On estime à peu près à 12 millions de livres de l'époque. Sachant qu'un château, comme Vaux-le-Vicomte, acquisition des terres, ameublement et construction, c'est 4 millions. On a vu l'ancienne chambre de Louis XIV, donc tout à l'heure on a vu le grand lit de parade. Ouais. Il a le lit à baldaquin. Lit à baldaquin ici, effectivement. Quand en 1701 on transfère la chambre ici, il n'y a plus de chambre de repos. C'est-à-dire qu'ici, Louis XIV on va organiser la cérémonie du coucher, mais c'est aussi là qu'il va dormir. Okay. Et donc même là, il n'est pas tout seul. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la rue. On voit qu'il y a une balustrade qui sépare la chambre de la partie privée du roi. C'est une séparation symbolique. Et de l'autre côté, vous avez son valet qui dort à ses pieds. Donc même là, il n'est pas tranquille. On aperçoit des tissus qui sont très beaux, mais qui ne sont plus les tissus d'origine. Louis XVI, qui occupe cette chambre, reçoit Benjamin Franklin en 1777. Et il signe un accord pour que la France finance
les guerres d'indépendance américaines. Et donc, pour financer, que fait Louis XVI? Il récupère les tissus, qui sont des tissus, des brocards d'or, donc ça veut dire des tissus qui sont tissés avec des fils d'or. Il les fait fondre pour récupérer 60 kilos d'or. On avait 60 kilos d'or sur les murs. Ça, aujourd'hui, on ne l'a plus, parce que ça coûterait évidemment beaucoup trop cher à réaliser. Mais là, vous avez des tissus qui restituent l'impression qu'on pouvait avoir en venant ici. C'est incroyable. Alors, il y a un truc que j'aime bien, c'est que Louis XIV, la première personne qu'il veut voir le matin quand il se lève à 8 heures, c'est sa nourrice. Ah oui, c'est pas sa femme. Non. Il veut que sa nourrice, celle qui lui a donné le sein, vienne, se penche sur lui. Et il veut que ce soit le premier visage qu'il voit. Alors, à l'époque, il n'est pas ici, c'est dans l'autre chambre, puisqu'elle meurt en 1688. Mais c'est la première personne qu'il veut voir. Qui vient ensuite? Les médecins. Les médecins qui viennent vérifier la santé du roi. Et quand on dit « comment allez-vous », ça veut dire « comment allez-vous à la selle ». Donc, première chose qu'ils font, c'est regarder le pot de chambre pour voir si le roi est en bonne santé. Ah, ça vient de là, le « comment allez-vous » Ah mais oui. Waouh. Alors Ah ça, top 2 de l'anecdote. Ah non, là c'est top 2. Là c'est top 2, je te le dis. Ah, j'avais pas la Quand ça explique des expressions si répandues. Ah oui. Ok, dont le on comment ignore allez-vous, l'origine. c'est comment vous allez à la selle, donc Oui. comment... Donc, on va parler un peu des courtisans à côté, dans l'œil de bœuf. On avance. Puisque c'est là en fait que les courtisans attendent le matin en espérant être admis par le roi dans la chambre. Mais en fait, c'est psychologiquement, le roi doit vraiment devenir fou très très vite. Mais comment ne pas devenir taré? Tenir un règne pendant vraiment. des années, pendant plus de 30 ans, tu deviens... Surtout que pour Louis XIV, comme, rappelez-vous, c'est le roi Soleil. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il est le roi Soleil, il incarne la maîtrise du temps. Et que sa vie, elle est réglée précisément. Il se lève tous les jours à la même heure, il va à la messe tous les jours à la même heure, il prend ses soupers tous les jours à la même heure. Donc il y a quelque chose de très régulier dans sa vie. Et ça, il ne déroge quasiment jamais. On va retourner dans la galerie des glaces pour arriver à l'appartement de la reine. Ouf. Donc ici, on rentre dans les appartements de la reine. On va le prendre à rebours. Ici, le roi vient pour le souper. C'était une façon de vous parler un peu de comment on mange à Versailles. Et Louis XIV prend son déjeuner dans son appartement, dans sa chambre, mais le souper dans la chambre de la reine. Et donc, les repas de Louis XIV sont des moments là aussi d'étiquette. On a le droit de venir le voir manger. On reste debout. Lui, il va être assis pour le souper avec la famille royale. Tous les autres sont debout, sauf les duchesses. Elles ont un privilège que j'adore, c'est le privilège de tabouret. Elles ont le droit de s'asseoir devant le roi. Il n'y a que les duchesses. Tout le monde est debout, ils sont jusqu'à 200 à le regarder manger. De leur côté, le roi et la famille, c'est à peu près 10 personnes, 12 personnes. Et on a un service qui va durer très longtemps. Ça se déroule en 3 services de 6 plats chacun. D'accord ? Et surtout, ce qui est très important, c'est de servir à chacun des invités les mets qu'ils préfèrent. Donc on va avoir jusqu'à 200 plats différents. Donc on a des cuisines ici qui vont travailler sans relâche pour fournir des repas différents. Mais Philippe, à l'époque, les journées, c'était combien de temps? C'était plus de 24. Entre les changements de tenue, les repas avec des Il faut plaire au roi, il faut manger pendant 6 heures, au bout d'un moment, je vous ai dit. Alors qu'est-ce qui se passe avec les restes? Quand on est à bouche, donc on va pouvoir recevoir les restes du roi. C'est vraiment un privilège. On peut également les distribuer à d'autres grands du royaume qui eux-mêmes vont les distribuer ou les vendre à d'autres courtisans parce qu'on n'a parfois pas l'accès à une table à Versailles, donc on va devoir acheter à manger. C'est parfois, quand on est un courtisan, on va acheter ses plats pour les revendre dans Versailles, dans la ville de Versailles, parce qu'on a des tavernes qui vont acheter des plats faits à Versailles, au château. Donc il y a tout un business autour des repas. Ah ouais. Elle est magnifique cette pièce. Ah ouais. Alors ici nous sommes dans la chambre de Marie-Antoinette. Donc ici c'était complètement entièrement restauré. Et donc là on a l'état de la chambre tel que l'a connue Marie-Antoinette. Ouais, et tu disais, Marie-Antoinette, elle avait une étiquette. Et donc, non, alors, elle, justement, elle naît en Autriche. Elle grandit à Schönbrunn, qui est le palais impérial, enfin, un des 2 palais impériaux de Vienne. Exactement. Et elle vit dans une famille où il n'y a pas toute cette étiquette. Où, par exemple, elle, en tant qu'enfant, elle a accès à sa mère. Ce qui n'est pas du tout le cas à la cour de Versailles. Dès qu'une reine donne naissance, l'enfant lui est retiré et est élevé par une nourrice, qui est en général une grande aristocrate, qui occupe une fonction officielle,
Et donc, c'est un privilège. Et donc, elle essaie en permanence de s'échapper de cette étiquette. C'est pour ça que son mari Louis XVI lui offre le petit Trianon, où elle peut régulièrement quitter Versailles et aller en plus petit comité au petit Trianon. Et c'est pourquoi je vais vous montrer ce qu'il y a juste derrière ici. Oh, Et oui, il y a encore des portes cachées. Des portes cachées, purée, mais je ne l'avais toujours pas vu. On va dans la porte cachée. Alors, ici, on va dans un espace qui est très privilégié, qui n'est pas ouvert à la visite. Ok. Donc la seule contrainte, c'est qu'on met des surchaussures. Vous me posez la question de quels espaces sont très impressionnants. Pour moi, venir ici, venir dans l'endroit qui était réservé uniquement à la reine, c'est extrêmement émouvant. Se dire que, en plus, vous sentez, il y a une odeur particulière ici. Ouais. Se dire que ça, c'était le lit de la reine et que nous, on pénètre dans un endroit qui lui est réservé, je trouve ça hyper impressionnant. Oui, c'est dingue. C'est vraiment une dinguerie. Et donc maintenant, les espaces qu'on va voir derrière sont les appartements intérieurs de la reine. Tout ça sont les pièces publiques. À l'arrière, elle a des pièces plus intimes. Et vous allez voir aussi la grande différence entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. Okay. Ici, on a un espace du XVIIe qui a été réaménagé au XVIIIe. À l'arrière, on a des aménagements vraiment du XVIIIe. Ah ouais! Incroyable. Incroyable. Est-ce que c'est pas génial? C'est incroyable. C'est ouf. C'est fou. Et vous voyez la différence? Cette notion d'intimité, on la sent déjà dans l'espace. Ouais, à mort. Ah ouais. En fait, je me sens 1000 fois mieux ici que dans n'importe quelle autre pièce. C'est la première fois pièce. qu'on a une sensation de... ça ressemble à ce que nous, on peut vivre, tu vois. Et même, tu vois, le miroir, il est incroyable. Regardez les portes aussi, là. Là, vous pouvez la filmer de l'autre côté. Hop, ouais. Et si tu peux montrer, là le miroir. Montrez tout. Parce que ça, encore une fois, c'est ouvert. C'est très, très rarement ouvert à la visite. Ce sont des images presque exclusives. On espère que Internet marche. Parce que... Si tu regardes de l'autre côté, en fait, Waouh! c'est des décors en bois qui sont fixés c'est en mode rose et tout. Ah ouais. Non, mais la verrerie, elle est incroyable. Et du coup, là, on va finir la visite parce que ça fait... Ouais. On a marché, on a fait plus de presque 3 heures de visite. Je sais. Donc là, on va faire notre dernière étape. C'est quoi le bouquet final? Et là, en fait, on va conclure là. Je vous propose qu'on conclue là. Parce que le trajet qu'on vient de faire, nous, on est sorti des appartements intérieurs de la reine et on arrive ici à l'Œil de Bœuf. Et en fait, c'est le dernier trajet qu'a fait Marie-Antoinette ici à Versailles. Le 5 octobre, les gens arrivent de Paris pendant toute la journée jusqu'au soir où on comprend qu'il y a une vraie menace de la population parisienne arrivée à Versailles qui réclame le retour de la famille royale à Paris. Et Marie-Antoinette et Louis XVI se donnent rendez-vous ici pour fuir ensemble par les jardins avec leur propre carrosse vers Paris. Ah, on a fait vraiment le chemin de Marie-Antoinette. Nous, on a fait le chemin de Marie-Antoinette, exactement. Okay. Les derniers pas qu'elle a fait ici à Versailles, on vient de les faire. Ok, incroyable.